Donc, tout d'abord, un grand merci à Louvcience et à Monsieur Pierre Facon pour cette invitation. C'est un véritable plaisir que d'être ici et grand merci à vous tous, toutes d'être venus. Je sais que le temps n'aide pas, donc vous êtes vraiment courageux. Merci pour être ici. Donc, ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est partager un petit peu quelques recherches qu'on a fait. On travaille depuis nombreuses années sur des aspects de intelligence et cognition animale, et notamment, on utilise dans notre équipe les abeilles comme modèle d'étude. Donc, une des questions fondamentales qu'on me pose toujours, puisque je me présente et dis que je suis quelqu'un qui s'intéresse à la cognition, c'est-à-dire le fait de connaître, apprendre, la mémoire, l'apprentissage, etc. Ce qu'on me dit, mais pourquoi irais-tu étudier ces capacités élaborées chez un insecte? Pourquoi étudier ceci dans une abeille? Quel est le sens? Et effectivement, on pourrait comprendre cette position parce que regardez, là, ce que vous avez, c'est une vue frontale de notre cerveau humain avec un volume conséquent, 1350 cm3, avec une quantité encore plus impressionnante de neurones, 100 milliards de neurones, c'est ce que nous avons à peu près. Et à côté, évidemment, c'est pas à la même échelle parce que pour le mettre à la même échelle, ce petit cerveau ferait à peine un petit point sur l'écran. C'est un cerveau d'abeille. C'est pas un schéma, c'est une véritable reconstruction 3D du cerveau d'abeille. Et vous voyez les différences énormes entre ces deux cerveaux. Là, vous voyez, c'est à peine 1 mm3 en taille. Donc, et à peine, il y a un petit peu moins de 1 million de neurones, 950 000 neurones à peu près. Donc, vous voyez que effectivement, quand on voit ces différences énormes, on pourrait être tenté de dire, oui, effectivement, avec un si petit cerveau et si peu de neurones, ces créatures-là vont être à peine capables peut-être d'apprendre quelque chose d'extrêmement simple, mais pas plus que ça. Or, toi, tu parles de cognition, de phénomènes élaborés. Pourquoi tu vas étudier ceci là-dedans? Eh bien, ce qu'on pourrait répondre déjà, c'est que dans un contexte naturel, ces petits animaux sont des machines spectaculaires à apprendre et mémoriser. Donc, les abeilles ont ce qu'on appelle la constance florale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que une abeille, par exemple, qui travaille dans la nature, sur des fleurs, elle ne change pas d'une espèce à l'autre dans un même vol de butinage. Elle travaille à la chaîne. Ça veut dire qu'elle va travailler sur du tournesol, peu importe si autour il y a des roses ou de marguerites, elle restera fidèle au tournesol tout le temps, tant que le tournesol sera capable d'offrir des récompenses alimentaires qu'elle cherche, nectar et ou pollen. Donc, elle travaille à la chaîne. Et c'est ça la constance florale. C'est ce qui explique d'ailleurs pourquoi, quand vous allez acheter du miel, vous avez des miels de lavande, de miel de tournesol, de miel de ceci ou cela, parce qu'elle ne le mélange pas, elle travaille à la chaîne. OK. Et on sait aujourd'hui que l'explication de cette constance florale, c'est justement leur capacité absolument impressionnante d'apprendre et mémoriser toutes les caractéristiques des fleurs qu'elles exploitent à un moment donné. Elles apprennent la couleur, elles apprennent les odeurs, elles apprennent les formes, elles apprennent la position dans l'espace qui leur permet de revenir constamment à l'endroit d'exploitation et ainsi de suite. Donc, ces petits animaux, vous voyez, donc sont des créatures qui sont quelque part faites pour apprendre et mémoriser. Dites-vous, par exemple, que ce que vous voyez ici, c'est une abeille butineuse, et une abeille butineuse fait à la journée des centaines de vols de butinage aller-retour. Multipliez ça par leur durée de vie d'une quinzaine, vingtaine de jours, dépendant de la saison. Vous voyez que c'est des petits animaux qui ne font que ça. Toute leur activité est guidée par le fait d'apprendre et mémoriser et d'être efficace dans ce travail d'exploitation florale. Et donc déjà, vous voyez pourquoi on peut s'intéresser à ces animaux quand on s'intéresse à l'apprentissage et à la mémoire. D'un autre côté, ce qu'on va dire aussi, c'est que ces animaux sont accessibles à l'expérimentateur. C'est-à-dire que, comme vous allez le voir aujourd'hui, et même si ça surprend, on peut les entraîner, comme on peut entraîner un chien de cirque, à venir dans le laboratoire, à entrer dans les labyrinthes pour résoudre des problèmes et ainsi donner des réponses aux questions que vous avez. Vous pouvez leur poser des questions, évidemment, jusqu'à combien ta mémoire va durer de cette couleur-là, est-ce que tu es capable de distinguer ces odeurs, etc., etc. Et l'abeille va répondre à toutes vos questions parce qu'elle va venir dans le laboratoire pour chercher la gouttelette d'eau sucrée que vous allez lui offrir en remplacement du nectar. Et pour faire ceci, donc elle va faire des centaines d'allers-retours entre le laboratoire et la ruche juste pour répondre à vos questions.
Donc c'est, vous voyez, un animal qui est accessible à l'expérimentateur. Tant qu'il y a la récompense de la gouttelette d'eau sucrée, ces animaux vont travailler pour vous. Et évidemment, il n'est pas question d'à midi, comme je dis à mes étudiants, de dire on arrête parce qu'il faut aller au resto U. Non, 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 parce que sinon vous fermez la fenêtre et l'abeille elle va continuer à venir et puis elle va dire il n'y a plus rien, on arrête l'expérience, je m'en vais. Et alors c'est fichu. Donc c'est pas comme ça que ça se passe. C'est quand on travaille avec les abeilles, l'expérimentateur est l'esclave de l'abeille, on va dire comme ça. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est que ces animaux nous permettent aussi d'accéder à ce monde magique qui est le petit cerveau que vous voyez ici. Au cours des années, nous avons développé ce qu'on appelle des méthodes invasives, c'est-à-dire pour rentrer dedans et regarder comment ce cerveau fonctionne. Et vous allez voir peut-être quelques exemples aujourd'hui pour comprendre comment il est fait, comment il fonctionne, etc. Et aussi, mais aujourd'hui je ne vais pas parler de ça par manque de temps, c'est une des espèces pour laquelle on a entièrement décodé le génome, c'est-à-dire on connaît tous les gènes, on sait tous ce qu'ils font, et on a la bibliothèque entière des gènes de cet animal, vu son importance évidemment économique dans l'agriculture, etc. Donc, et c'est là où, pour le neurobiologiste du comportement, c'est ce que je suis. Donc, moi, je suis un neurobiologiste du comportement, c'est-à-dire que je m'intéresse aux performances comportementales des animaux, mais je veux comprendre comment ça se passe là-dedans. Qu'est-ce qui fait dans le cerveau qu'elles arrivent à faire ceci ou cela. Donc, et c'est là, comme je disais, que pour le neurobiologiste comportemental, le fait d'avoir un cerveau simple, et je mets simple, j'espère que vous le voyez, entre guillemets, et vous allez voir après pourquoi, les guillemets, c'est peut-être un atout. Parce que, regardez, si la grande question est de trouver, par exemple, quel est le circuit particulier dans le cerveau responsable de telle ou telle capacité, ce que veut comprendre le neurobiologiste, on se dit que c'est évidemment, ne serait-ce qu'en termes statistiques, bien plus facile de trouver ceci quand vous avez 950 000 neurones que quand vous avez, comme chez nous, 100 milliards de neurones. C'est plus facile, en théorie. Donc, voilà où le désavantage de, comme on avait dit, d'avoir très peu de neurones, devient peut-être un avantage pour comprendre comment ça se passe. Donc, ce que je voudrais vous présenter aujourd'hui, c'est quelques questions. Donc, tout d'abord, il s'agit de comprendre le potentiel cognitif, l'intelligence de ce petit cerveau d'abeille. De quoi est-il capable? Parce que, effectivement, pour l'instant, on ne sait pas de quoi il est capable. Donc, et surtout, une fois qu'on comprend de quoi il est capable, comment de telles performances sont-elles assurées par ce petit cerveau que vous voyez là-dedans? Okay. Donc, une question très très importante, c'est est-ce que ces capacités cognitives restent-elles au niveau élémentaire? Ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut bien imaginer, parce que pratiquement tous les animaux les plus simples, vers de terre, etc., sont capables d'apprentissage dit élémentaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement faire des liens entre A et B. Par exemple, apprendre que jaune veut dire récompense, ou par exemple bleu, punition. Vous voyez? Des simples liens, A veut dire ceci, B veut dire cela. Ça, la plupart des animaux le font. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage élémentaire. OK? Est-ce que ce qu'on va trouver là-dedans restera à ce niveau? On pourrait imaginer oui, pourquoi pas? C'est ce qu'elle peut faire. Mais est-ce que ça peut aller au-delà de ceci? Est-ce que ça peut aller, par exemple, à un niveau tel qu'on n'aurait jamais imaginé qu'un cerveau d'abeille serait capable de résoudre des problèmes comme nous, humains, sommes capables de le faire? Est-ce qu'on peut trouver des choses de ce type-là? Par exemple, est-ce qu'elles peuvent apprendre des concepts? Et ça, je vais expliquer par la suite qu'est-ce que je veux dire par là. Est-ce qu'elles ont un sens numérique? Et je vais paraître hérétique en disant ça. Est-ce que peut-on croire, peut-on imaginer qu'elles comptent comme nous le faisons? Okay? Il y a des questions comme ça qu'on pourrait poser, effectivement. Est-ce qu'elles ont des mémoires comparables aux nôtres? Et jusqu'à quel point leur mémoire est efficace? Et surtout, où sont stockées ces mémoires là-dedans? Est-ce qu'on peut comprendre le mécanisme de la mémoire à partir de regarder ce petit cerveau? Et finalement, une toute dernière question qui arrivera à la fin, parce que quand même, c'est quelque chose qui nous intéresse de plus en plus, vu l'impact sociétal que ceci a, c'est cette question-là. Comment les pesticides affectent-ils le cerveau de l'abeille? Donc, à vrai dire, dans un premier temps, nous étions pas forcément dans ce type d'interrogation, parce que nous sommes une équipe de recherche fondamentale, mais vu l'impact de tout ce qu'on voit dans ces dernières années, effectivement, on s'est tourné vers cette question.
pour essayer de comprendre à partir de notre connaissance quel est l'impact des pesticides dans ce petit cerveau. Donc c'est avec ça que je voudrais conclure ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Donc, évidemment, la grande question, c'est qu'apprenons-nous sur notre propre cerveau, sur notre propre intelligence, à partir de regarder ces petites abeilles? Est-ce que nous apprenons quelque chose? Donc, la première chose que je voudrais vous raconter, c'est ce que j'appelle l'apprentissage de concepts chez les abeilles. Et ça, c'est des expériences qui sont faites avec des abeilles en libre vol, c'est-à-dire des abeilles qui ont été entraînées à venir de la ruche dans le laboratoire pour entrer dans un labyrinthe. Vous me demandez, mais comment vous faites ça? Ben, c'est très facile, hein. Donc, vous allez à l'entrée de la ruche, vous mettez un petit plat de solution sucrée, elles le découvrent, elles mentent, elles commencent à voir, et puis gentiment, vous les déplacez progressivement, et elles vont apprendre les caractéristiques spatiales de l'endroit où vous les avez déplacées, et elles vont commencer à venir d'elles-mêmes, et comme ça, vous les faites aller vers la fenêtre du laboratoire, rentrer dans le laboratoire, aller dans le labyrinthe, etc., et elles vont travailler pour vous, comme je disais tout à l'heure. Donc, ce que je voudrais faire ici, c'est vous raconter une expérience qu'on avait faite déjà avec quelques années, mais qui avait été quelque part très importante parce que ça nous a changé un peu la vision qu'on avait à cette époque-là. On a voulu savoir si au-delà de ces apprentissages simples, bleu, récompense, jaune, non récompense, ces animaux pouvaient apprendre des concepts. Et je veux dire par là, je vais expliquer ceci, je montre ici par exemple un psychologue américain très connu qui a défini ceci, c'est-à-dire que nous sommes capables d'apprendre à résoudre des problèmes à partir des relations entre objets et événements de l'environnement. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que nous arrivons à résoudre un problème non pas tant en se focalisant sur un objet particulier, sa forme, sa couleur, mais à partir de comprendre qu'il y a une relation entre objets qui va au-delà de ceci. Et pour que ça soit clair, ce que je voudrais faire, je vais prendre un exemple de relation et je voudrais prendre quelqu'un qui voudrait faire l'expérience avec moi, gentiment, et donc et on va essayer de jouer un petit peu pour voir comment ça se passe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait faire... Ah, le jeune homme. Allez, viens ici. Très bien. Donc, d'ailleurs, c'est intéressant parce que l'expérience qu'on va faire en psychologie cognitive des enfants, c'est une expérience typique pour se dire à partir de quel âge un enfant est capable de faire ceci. Le jeune homme est largement au-dessus, mais donc il n'y a pas de souci. Mais vous voyez jusqu'à quel point la complexité. Donc, ce que je vais faire, c'est, et vous allez faire la même chose avec lui, hein, donc vous le laissez pas tout seul. Donc, je vais te montrer un objet, ok? Et là, tu dis rien, tu regardes juste l'objet. Par la suite, je vais te montrer deux objets et tu dois choisir l'un d'eux. Un choix sera le bon, un autre sera mauvais. Si tu es bon, avec qui tu es venu? Avec... Ok, ben, il y aura un coca acheté pour chaque choix bon. Et si au contraire c'est mauvais, bon, on va te dire, bouh, c'est mauvais, je me vois, ok. Non, mais bon, je rigole. Mais bon, il y a un choix qui sera bon et un autre mauvais. Et il faut découvrir qu'est-ce qui te mène au choix correct. Ok. Donc, par exemple, je vais te montrer tout d'abord ce pointeur laser. Tu le vois? C'est bon? Je vais laisser le micro un petit moment parce que sinon je ne peux pas utiliser mes deux mains. Ok. Maintenant, je te montre deux objets et tu dois choisir un. Bouteille d'eau et le pointeur laser. Lequel tu choisis? C'est faux. On va continuer. Maintenant, je te montre une clé USB. Tu la vois? Clé USB et pointeur laser. Qu'est-ce que tu choisis? C'est bon. Très bien. Mais évidemment, il ne faut pas simplement que ça soit bon, mais il faut comprendre pourquoi c'est bon. Quelle est la règle? Donc, on va continuer. Je te montre mon portable. Tu l'as vu? Portable et un feutre. Qu'est-ce que tu choisis? Très bien. Je te montre un feutre. Feutre et bouteille d'eau. Qu'est-ce que tu choisis? Est-ce que quelqu'un veut l'aider? Par exemple? Je t'écoute. Et non, c'est pas bon. Est-ce que quelqu'un a compris la règle qu'on est en train d'utiliser? Il a dit la bouteille d'eau, alors que j'avais montré le feutre d'abord. Pardon? C'est ça, très bien. Il y avait une règle, d'ailleurs, bon, on va applaudir ce jeune homme courageux. Merci. Je vais juste finir l'explication que monsieur a donnée.
La règle était, donc, choisis ce qu'on te montre d'abord, indépendamment de ce qu'on te montre. Peu importe si c'est noir, si c'est orange, si c'est une bouteille, etc. La règle était, je t'ai montré ça, et ben par la suite, tu choisis ce que je t'ai montré. C'est en ça que c'est un concept. Vous voyez, c'est une règle conceptuelle. Choisis ce qu'on te montre, indépendamment de ce qu'on te montre. Et là, la couleur, la forme ne compte pas. C'est la règle qui se place au-dessus des objets. Est-ce que c'est clair? Ok. Moi, mon explication, c'était, il y a des objets qui me montrent, et par exemple, le portable, il peut garder de la mémoire. C'est justement ça, tu vois. Donc, on peut essayer plein d'hypothèses. On peut dire, par exemple, une autre explication qui apparaît parfois, c'est dire, ah non, moi je croyais que c'était toujours l'objet qui était à droite ou l'objet qui était à gauche. On va tester des hypothèses, mais jusqu'au moment où on découvre quelle est la règle. Et c'est pour ça que c'est pas trivial. Vous avez compris que c'est pas trivial d'extraire une règle comme ça. Je te remercie beaucoup. Donc, on va continuer. Donc, c'est ça que... Bravo. Donc voilà ce qu'on vient de faire avec ce jeune homme, ou avec vous tous en fait, c'est ce qu'on appelle un concept relationnel, c'est-à-dire des relations entre objets qu'on est capable d'extraire. Et donc il y a plein de relations qu'on est capable d'extraire. Donc là, ce qu'on vient de faire, c'est même que. Choisis la même chose que je te montre. Mais j'aurais pu faire la règle opposée. Choisis toujours le contraire de ce que je te montre. Et vous auriez été peut-être capable d'extraire aussi cette règle-là. Ou plus grand que, peu importe la taille des objets, leur forme, leur fonction, toujours choisir un plus grand que plus petit à différentes échelles et comprendre que il faut choisir toujours le plus grand ou le plus petit, etc., etc. Donc, la question qu'on a posée ici, est-ce que ces abeilles sont capables d'extraire ces concepts relationnels? Ce qui n'est pas trivial, vous avez compris. Donc, et pour faire ça, on a fait l'expérience qu'on vient de faire avec vous. Choisis ce qu'on te montre, indépendamment de ce qu'on te montre. En anglais, ça s'appelle la règle du sameness. Pourquoi? Ça veut dire to be the same. Choisir la même chose. OK? Et donc, on a voulu savoir si les abeilles pouvaient apprendre cette règle. Et donc, voici comment on l'a fait. Donc, vous voyez ici, par exemple, une abeille. Et si vous voyez bien, elle a un petit point vert sur l'abdomen pour marquer que c'est notre abeille, c'est elle qu'on suit tout le temps. On veut pas d'autres abeilles, on les exclut. C'est juste elle qu'on va suivre tout au long de la journée dans une série de choix. Et là, vous voyez qu'elle vient dans cette image. Là, au milieu, il y a une petite pipette qui va donner de la solution sucrée ici qu'elle vient chercher. Et comme ça, elle vient régulièrement pour obtenir la récompense. Donc, on a fait l'expérience qu'on a fait avec vous. Elle a un nom typique en théorie cognitive, peu importe. Mais vous avez compris, c'est l'expérience qu'on vient de faire. Choisis ce qu'on te montre, indépendamment de ce qu'on te montre. Comment on a fait ça avec les abeilles? On les a entraînées à venir dans le laboratoire et il y avait un labyrinthe en Y. Vous voyez qu'à l'entrée, il y a un disque jaune avec un trou au milieu. L'abeille arrive et elle doit passer par le trou. Et donc, ce que je lui montre, c'est le disque jaune. Ça veut dire qu'une fois qu'elle est dedans, elle a un choix entre jaune et bleu. Mais puisque je lui ai montré du jaune à l'entrée, il faut qu'elle aille vers le jaune et c'est là où elle obtient la gouttelette d'eau sucrée. Choisis ce que je te montre à l'entrée du labyrinthe, indépendamment de ce que je te montre. Très bien. Si elle va vers le bleu, c'est faux. Donc on la vire, elle doit tout refaire, elle déteste perdre du temps comme ça, donc et ainsi de suite. Donc elle s'en va, 5 minutes après elle revient et surprise, maintenant il n'y a plus du jaune à l'entrée, il y a du bleu. Mais la règle est toujours la même, c'est-à-dire que puisqu'il y a du bleu à l'entrée, cette fois-ci il faut aller vers le bleu pour obtenir la récompense d'eau sucrée. Et on va comme ça alterner pour voir si elle est capable de faire ceci. Mais même si l'abeille arrive chaque fois qu'il y a du jaune, aller vers le jaune, et chaque fois qu'il y a du bleu, aller vers le bleu, ça ne montre pas qu'elle est toujours une règle abstraite. Pour faire ceci, pour montrer que ceci existe, il faut mettre ces abeilles dans une situation absolument nouvelle et en théorie déroutante. Et donc, arrivait un moment, elles arrivaient au laboratoire et elles trouvaient ceci. Pas de couleur, mais des patrons blancs et noirs, soit verticaux, soit horizontaux. Donc, il y a deux possibilités. Soit l'abeille est tout à fait déroutée parce qu'elle n'a jamais vu de sa vie ce genre de truc, ce genre d'image, soit elle a une règle, comme monsieur. C'est-à-dire que à ce moment-là, elle se dira, bon, je vois ça pour la première fois, mais ça me dit qu'il faut que je rentre et choisisse le vertical, puisque vertical à l'entrée. Et si au contraire, il y a de l'horizontal à l'entrée, il faut choisir l'horizontal. L'expérience a été faite dans les deux sens. Ça veut dire qu'on avait un groupe d'abeilles entraîné sur les couleurs, jaune, jaune, bleu, bleu, et ainsi de suite, et puis testé avec ces patrons comme situation nouvelle pour voir qu'est-ce qu'elles faisaient, et un deuxième groupe d'abeilles qui était entraîné sur les patrons verticaux, horizontaux tout au long de la journée, et puis testé sur les couleurs comme situation nouvelle pour voir ce qu'elles faisaient. On va dans les deux sens. Voici ce qu'on a obtenu.
Donc, ce que vous voyez ici, c'est les courbes d'apprentissage. Ça veut dire quoi? Ce que vous voyez ici, c'est des blocs de 10 visites au labyrinthe, c'est-à-dire 60 allers-retours de l'abeille entre la ruche et le laboratoire, 60 fois. Et ce que vous voyez ici, c'est les choix corrects. Vous avez deux courbes. En rouge, les abeilles entraînées sur les couleurs, donc jaune, jaune, bleu, bleu, jaune, jaune tout au long de la journée, parce que ça fait une journée de travail pour une abeille à peu près. Et en bleu, celles qui étaient entraînées verticale, verticale, horizontale, horizontale. Très bien. Bon, arrivé là, à ce point-là, vous voyez, c'est pas mal pour les petites abeilles déjà dans leurs problèmes respectifs. Elles sont à 75% de choix corrects. C'est déjà très bien. Mais c'est là où arrive le moment crucial, c'est-à-dire à chaque groupe, on va présenter la situation nouvelle. Donc, quand les abeilles entraînées sur les couleurs, qui sont là, sont arrivées à ce stade-là, elles vont voir du vertical à l'entrée pour la première fois, ou de l'horizontal à l'entrée. Et ce que vous voyez ici, c'est que dès le premier choix, quand elles voient le vertical, elles vont vers le vertical. Et s'il y a de l'horizontal, elles vont vers l'horizontal. Au contraire, les abeilles entraînées sur les patrons blancs et noirs, quand elles arrivent et voient pour la première fois un disque bleu, dès le premier choix, elles vont vers le bleu. Et si c'est jaune, elles vont vers le jaune. Donc, ces abeilles-là, nous ont vraiment surpris à cette époque-là, puisque vous voyez que là, on est loin de l'apprentissage que j'avais défini comme élémentaire. On est vraiment dans l'abstraction de concepts, de règles abstraites, de règles conceptuelles. Donc, elles peuvent apprendre cette règle qui est la règle du sameness. En français, c'est la règle d'équivalence. Et c'est indépendant de la nature physique des images qu'on utilise, couleurs, patrons blancs et noirs, etc. J'ai pas le temps pour vous montrer ça, mais elles sont capables de transférer la règle de la même façon qu'elles l'ont fait entre couleurs et patrons sans couleur, entre couleurs et odeurs aussi. Ok? Donc, et elles peuvent transférer ces règles-là dans différents types de domaines. Elles peuvent aussi, et là encore pas le temps, mais bon, d'apprendre la règle opposée, la règle de différence. Choisis le contraire de ce que je te montre. Si je te montre du bleu à l'entrée, il faut aller vers le jaune, et ainsi de suite. Elles apprennent parfaitement aussi à maîtriser cette règle-là. Depuis, nous avons fait plein d'expériences pour montrer que ces petits animaux sont capables de maîtriser bien d'autres règles, comme par exemple la règle au-dessus d'eux, une certaine référence. Par exemple, peu importe, il faut toujours choisir ce qui est au-dessus d'eux, la référence, ou au-dessous d'eux, ou à droite d'eux, ou à gauche d'eux. Ou par exemple, ce qui a fait mon étudiante Aurora Vargas ici, c'est une double règle, combinée de règles pour résoudre un problème. Là, il y a deux règles. Il y a la règle qu'un objet doit être au-dessus de l'autre et non pas adjacent horizontalement, parce que c'était l'autre alternative. Et en plus, la deuxième règle, c'était que l'un devait être différent de l'autre. Si on plaçait le même au-dessus, c'est pas bon. Il faut non seulement qu'il soit au-dessus l'un de l'autre, mais en plus différent. Et elles apprenaient aussi à combiner les deux règles pour résoudre le problème. Et aussi, on a montré des concepts de numérosité. Et c'est ça qui va m'emmener à la deuxième partie de ce que je vais vous montrer, en vous expliquant ce que je veux dire par ceci. En fait, on va parler de la capacité des abeilles à compter et à vous représenter des nombres dans l'espace, comme nous le faisons. Donc, la première chose que je vous raconterai, c'est que en utilisant exactement la même expérience que vous avez vue, le labyrinthe, et choisis ce que je te montre indépendamment de ce qu'on te montre, eh bien, mon collègue avec qui j'ai travaillé, Xiaowu Chang, qui était à l'université de Canberra en Australie, bon, maintenant il a déjà pris sa retraite, mais l'expérience qui avait été faite était exactement la même. Vous voyez, ça c'est son labyrinthe à lui, mais il est un peu différent vu d'en haut. Donc ça, c'est la paroi à l'entrée avec un trou. Et là, donc il montre une image ici. L'abeille rentre, il y a une chambre circulaire. Et là, vous voyez en bleu, image 1 et image 2. Et il faut choisir ce qu'on montre à l'entrée pour aller vers la récompense qui est là. Là, il n'y a rien. Donc, mais quelle est l'expérience ici? L'expérience est un peu modifiée parce que ce qu'il faut choisir, c'est des nombres. En fait, il va montrer par exemple ici 2 étoiles jaunes. L'abeille arrive ici et maintenant elle a le choix entre 2 cercles bleus et 3 cercles bleus. La question étant, est-ce que tu peux abstraire le nombre? Et donc, si je t'ai présenté 2 ici, il faut choisir 2 là. C'est-à-dire 2 étoiles jaunes, ça vaut 2 cercles bleus. 2, c'est ça qui compte. Et ensuite, l'abeille s'en va, elle revient, on lui montre 3 étoiles jaunes et cette fois-ci, le choix bon serait 3 cercles bleus et non pas 2 cercles bleus, parce que c'est 3.
qu'elle doit compter. Et cette expérience a été faite, évidemment, ça c'est juste un exemple, hein, en changeant la forme des objets, les couleurs, la taille, la forme, etc., pour rester juste sur le nombre comme critère qui l'emmène à la récompense. Est-elle capable justement de compter et d'extraire le nombre? La réponse donc a été oui. Les abeilles sont capables de compter et sont capables de résoudre ce problème. Et justement, on a pu montrer qu'elles comptent jusqu'à 5. Donc, au-delà de 5, ça se casse la figure, elles peuvent pas. Mais il faut pas non plus croire que c'est mauvais parce que il y a d'autres animaux qui chez lesquels on a montré la capacité à compter, des singes, des primates, etc., voire certains corbeaux, et eux, ils s'arrêtent à 7, par exemple. Donc, nos petites abeilles à 5, c'est pas mal du tout. Oui, vous aviez une question. Elles s'arrêtent pour réfléchir ou c'est en volant qu'elles arrivent à... Très bonne question. Ce qu'elles font typiquement, elles arrivent, elles font un petit vol suspendu ici pour regarder ce qu'il y a, elles rentrent et rapidement elles font le choix. Donc, premièrement, elles regardent et ensuite elles font le choix. Donc, elles comptent jusqu'à 5. Donc, c'est ce qu'on a découvert. Donc, quand vous verrez des abeilles, vous les regarderez peut-être avec un peu plus de respect, parce que, vous voyez, quand on parle d'intelligence, on se dit, bon, bah, ces animaux comptent. Et justement, on a voulu attaquer une autre question avec des collègues que vous voyez ici, des amis, Rosa Rugani, qui est prof à l'université de Trieste en Italie, et qui est une spécialiste de la cognition numérique chez les vertébrés, c'est-à-dire c'est elle qui a étudié que des oiseaux sont capables de compter et des singes aussi, et Catherine Thévenot, qui est à l'université de Lausanne, qui est une spécialiste de la cognition numérique chez les enfants. À partir de quel âge le sens numérique des enfants se développe, comment est-il, etc., l'arithmétique des enfants, etc., etc. Et la question qu'on avait, elle était un petit peu marrante, et elle était la suivante. Donc, bon, elles comptent, ok, mais est-ce qu'elles ont une représentation spatiale des nombres? Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que nous avons une représentation spatiale des nombres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout bêtement qu'on aligne les chiffres du plus petit au plus grand, de gauche à droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, plus grand c'est, plus à droite c'est. Plus petit c'est, plus à gauche c'est. C'est ce qu'on appelle la ligne mentale numérique. OK? C'est ça, la ligne mentale numérique. Certains disent que, ah oui, mais ça, c'est un produit de la culture. Parce que c'est comme ça qu'on nous apprend à écrire 1, 2, 3, 4, 5. Or, on sait aujourd'hui que cet argument n'est pas valable. Pourquoi? Parce qu'on a montré, par exemple, que certains primates ont tendance à placer les plus petites quantités à gauche et les plus grandes quantités à droite. Et là, il n'y a pas de culture. Okay? Personne ne leur a appris à écrire ou etc. Donc, il y a des arguments qui disent que cette tendance aurait une source biologique naturelle. J'expliquerai par la suite laquelle. Mais bon, donc on voulait savoir si nos abeilles avaient quelque chose comme ça. Est-ce qu'elles alignent les nombres aussi de gauche à droite? Et pour faire ceci, donc, bon, ça c'était un peu particulier parce que c'est comme ça que j'ai passé mon Covid, moi. Donc enfermé dans la maison, dans le jardin, quand j'habitais vers le sud de Toulouse. Donc j'avais transformé une boîte de vin en labyrinthe dans mon petit atelier pour que les abeilles viennent travailler pour moi et résoudre cette question. Je me suis amusé pendant le confinement à faire ça. Donc, ce que vous voyez ici, c'est une abeille. Vous voyez, encore une fois, c'est celle-ci, elle a l'abdomen marqué. Elle arrive, il y a la pipette avec une solution sucrée. Elle va obtenir de la récompense sur du 3. 3 qui est montré ici au milieu du labyrinthe. Vous voyez ici, elle est en train de butiner. Mais là, c'est un autre 3, c'est 3 carreaux. Et puis là, c'est 3 triangles. Donc, bref, ce qu'on va faire, c'est la chose suivante. L'abeille va venir tout le temps à ce labyrinthe. Il y a une porte coulissante, première chambre, deuxième chambre. Et là, elle arrive et elle voit une image avec 3 carreaux noirs qui sera récompensée. Donc, elle va venir tout au long de journée et il y aura toujours 3, mais 3 qui varient. Ça sera 3 cercles, 3 triangles, 3 carreaux, la position varie, etc. Mais c'est toujours 3. On l'entraîne sur 3. Et puis, à un moment donné, on l'enlève cette image et on va lui présenter 2 images nouvelles sans récompense, une à gauche et une à droite, et ça sera 1 et 1, par exemple, pour se dire vers où elle va aller. Est-ce qu'elle va aller vers 1 à gauche, venant de 3, parce qu'elle vient de 3, n'oubliez pas ça. Ou on va lui présenter, par exemple, 5 et 5. Est-ce qu'elle va aller à 5 à droite, à ce moment-là, etc. Donc, juste pour montrer, ça c'est la petite abeille qui vient chercher de la récompense. Quand il y a 3, pour que vous voyez là, donc
Là, elle arrive, tac, elle est marquée, vous voyez, avec le petit point de blanc sur le thorax, et là, elle a obtenu la récompense. Et donc, est-ce qu'elle va préférer un côté spécifique quand on lui présente deux images identiques, à droite et à gauche, et est-ce que ce côté varie selon le nombre affiché? Si le nombre est plus petit que sa référence, 3, ou si le nombre est plus grand que sa référence, 3. Donc, en quelque sorte, c'est ça la question. Elle est entraînée sur 3, et puis elle va voir 1 et 1. Est-ce qu'elle va aller là? Et si elle voit 5 et 5, est-ce qu'elle va aller là? Donc, voici ce qui s'est passé. Ça, c'est l'entraînement. L'animal est entraîné sur 3, et puis elle va être testée à 1 contre 1 ou 5 contre 5. Ça, c'est des exemples d'images qui ont été utilisées dans l'expérience, des 1, des 3, des 5, etc. Et voici ce qui s'est passé. Donc, dès le premier choix, vous voyez que là, ce que je vous présente, c'est le choix de l'alternative qui est à gauche. Quand je vous présente du 1, donc 1 contre 1, le même 1 à droite et à gauche, elle préfère aller à 1 à gauche à presque 90%. Vous voyez? Ça, c'est la même chose, mais là, au lieu de compter juste le premier choix, on compte les choix qu'elle fait pendant 30 secondes. Mais vous voyez que ça donne exactement la même chose. Donc, si elle vient de 3 et qu'on lui présente un 1 contre 1, elle préfère 1 à gauche. Vous voyez ici. Par contre, si je lui présente 5 contre 5, elle ne préfère pas 5 à gauche, vous voyez, ce qui veut dire qu'elle préfère 5 à droite. Donc, elles ont aligné les nombres comme nous le faisons. 1 plus petit que 3 à gauche, 5 plus grand que 3 à droite. Une caractéristique fondamentale de cette ligne numérique, c'est que cet alignement dépend de la référence. Là, la référence était 3. Mais que se passe-t-il si on change la référence? Et c'est ce qui a été fait dans l'expérience suivante. Là, vous avez deux groupes d'abeilles. Un groupe d'abeilles est entraîné sur 1. 1, 1, 1, 1, tout le temps, ça change, carreau, triangle, etc. 1, 1, 1. Et l'autre groupe d'abeilles est entraîné sur 5. 5, 5, 5, carreau, triangle, etc., etc. Et puis, à un moment donné, on va présenter aux unes et aux autres 3 contre 3. Vous voyez, le test est le même, exactement le même, mais on vient de deux références différentes. On vient soit de 1, pour lequel 3 est plus grand, on vient soit de 5, pour lequel 3 est plus petit. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, regardez ce qui s'est passé. Ce que vous voyez ici, c'est le choix de 3 à gauche, parce que dans tous les tests, il y a toujours 3. Et vous voyez que si on vient de 1, on n'aime pas 3 à gauche, on aime 3 à droite. C'est logique, parce que 3 est plus grand que 1, donc 3 est 1, 2, 3, 3 doit être à droite. Par contre, si on vient de 5, on aime bien 3 à gauche. Et c'est logique parce que 3 est plus petit que 5, donc il s'aligne dans le sens correct. Donc, pour résumer, vous voyez que ces animaux sont comme nous. Non seulement ils comptent, mais ils ont une représentation spatiale des nombres qui les fait aligner les plus petites quantités à gauche et les plus grandes quantités à droite. Donc, aujourd'hui, l'explication pour ceci qui est fournie pour les vertébrés, c'est que ceci est lié au fait que notre cerveau a des hémisphères latéralisés. Vous savez que les hémisphères n'ont pas exactement les mêmes compétences et que de ce fait, on peut traiter des grandes quantités plutôt avec un hémisphère et des plus petites quantités avec l'autre hémisphère. Chez le cerveau de l'abeille, c'est la même chose puisqu'on a montré qu'il est aussi latéralisé comme le nôtre. Il arrive mieux à prendre ou à résoudre des problèmes avec la droite, donc c'est normal qu'il y ait des plus grandes quantités de ce côté-là, qu'avec le gauche, dans lequel il peut apprendre aussi, mais avec un petit peu moins d'efficacité. Donc ça, c'est l'explication. Et vous voyez que ce que nous voyons, c'est deux choses intéressantes pour moi, en tout cas pour moi, j'espère que vous partagez cette idée, c'est que, eh bien, ces petites créatures, il faut les regarder autrement à partir de maintenant. C'est pas des êtres frustres, c'est pas des insectes, des petits robots. Vous avez vu non seulement qu'ils apprennent et mémorisent, mais qu'ils sont capables d'abstraction de concepts, de sens numérique, etc., etc. Ce qui pose plein de questions, même de type philosophique, par rapport à, par exemple, notre soi-disant supériorité dans la nature. On va revenir vers ces questions peut-être à la fin. Je voudrais passer maintenant à une expérience dans le domaine de l'olfaction, puisque là, vous avez vu, c'était le visuel, les images qui étaient apprises. Et vous savez que l'apprentissage olfactif chez les abeilles est extrêmement important, puisqu'elles apprennent aussi les odeurs des fleurs qu'elles sont en train d'exploiter, et que cette information est cruciale pour reconnaître les fleurs lors du butinage. Donc, on étudie cet apprentissage olfactif dans le laboratoire, et voici comment on l'étudie. C'est une façon très très différente, mais très avantageuse. Dans l'expérience précédente, les abeilles bougeaient librement.
Et c'est ça qui nous a permis de découvrir toute cette richesse cognitive. Mais là, on va procéder différemment. Pourquoi? Parce que quelque part, on veut non seulement étudier l'apprentissage, mais on veut aller dans le cerveau. On peut pas se permettre d'avoir un animal qui bouge, qui fait des allers-retours et regarder le cerveau en même temps. On peut pas courir derrière elle pour essayer de voir ce qui se passe dans ses neurones d'un animal qui est libre. Donc, il faut quelque part immobiliser l'animal. Il faut l'immobiliser, mais néanmoins, il faut que dans cette immobilisation, l'animal apprenne et mémorise. Et voici ce qui a été fait. Donc, ce que vous voyez, c'est les animaux sont mis chacun dans un petit tube de contention. Vous voyez, il y a juste la tête qui sort. Vous me demanderez, mais comment tu fais ça? Ben, c'est simple. On les capture, par exemple, au niveau d'un nourrisseur. On les amène au laboratoire. On les met au frigo à peine 2-3 minutes, juste le temps qu'ils soient engourdis par le froid. Et à ce moment-là, on les fixe dans les tubes pour ne pas se faire piquer, parce que sinon, ça serait trop douloureux. Et on les laisse au repos, juste pour qu'elles soient affamées et elles soient prêtes à jouer le jeu de l'expérience. Donc, ce que vous voyez ici, c'est le petit tube avec l'abeille et sa petite tête qui sort. Il y a juste la tête qui sort du tube. Et ce que vous voyez ici, c'est une machine qui envoie constamment vers l'animal un jet d'air propre qui peut être dévié pour passer dans ces cartouches où il y a une odeur. Donc, on peut contrôler le stimulus olfactif qu'on lui donne à la milliseconde près, pac, une odeur. Et juste après, ce qu'on va faire, c'est on va lui donner une récompense de solution sucrée pour que l'abeille apprenne l'odeur que je viens de percevoir est suivie d'une récompense alimentaire de solution sucrée. Donc, ce qu'on va faire, c'est quelque chose qui est équivalent au chien de Pavlov. Je ne sais pas si vous connaissez le chien de Pavlov. Donc, c'est l'expérience de Pavlov, le physiologiste russe, où il se rend compte que ces chiens qui, normalement, vont saliver ou baver à la vue de la nourriture, ce qui est une réaction innée, non apprise, eh bien, commencer à baver à l'écoute d'une cloche qui, dans le laboratoire, anticipait l'arrivée de l'animalier qui apportait la nourriture. Parce que les animaux avaient appris cette association, cloche veut dire nourriture. Ce qui est maintenant, cette fois-ci, une réaction apprise. C'est la même histoire ici, parce que ce qui va être fait, c'est on va exploiter une réponse innée qui est l'extension du proboscis. Qu'est-ce que c'est? Donc, si vous touchez les antennes d'une petite abeille avec une gouttelette d'eau sucrée, elle va tirer la langue. Poum. C'est une réaction innée, non apprise. Ça veut dire que les récepteurs des antennes sont en train de détecter la présence de sucre. Donc, je disais, ça, c'est l'équivalent de la viande pour le chien. Vous touchez l'antenne avec du sucre, elle tire la langue, parce que ça veut dire qu'il y a du sucre juste avant. Il y avait la cloche pour le chien qui anticipait l'arrivée de la viande. Ici, ce qui va être donné, c'est l'odeur. Une odeur, on va donner à l'animal une odeur qui ne veut rien dire, qu'elle ne connaît pas, qui vient juste avant le sucre. Donc, si tout se passe bien, qu'est-ce que je devrais observer? L'animal, il va faire quoi par la suite? À quoi? Voilà, c'est ça, à l'odeur. Alors qu'il ne le faisait pas dans un premier temps, il va tirer la langue à l'odeur parce que l'odeur est devenue le prédicteur de la solution sucrée. Donc, c'est un peu ce qui va se passer ici. Donc, ça, c'est l'animal et ça, c'est la machine qui envoie les odeurs. Et ça, c'est l'expérimentateur qui a juste un petit cure-dent imbibé dans de la solution sucrée pour venir toucher les antennes et déclencher l'extension du proboscis. Proboscis, c'est la langue de l'abeille. Normalement, elle est repliée, vous la voyez pas, mais là, vous allez la voir. Et donc, vous voyez ici un petit film, vous voyez ce qui va se passer. Donc, dans ce petit film, il y aura ici un carré rouge à un moment donné qui va montrer le moment où l'odeur arrive pour la toute première fois. Vous allez voir que l'abeille ne montre pas de réaction particulière. Donc, l'abeille est là, elle est vivante, vous voyez. Et l'odeur va arriver, pas de réaction particulière, et juste après, le cure-dent avec du sucre. Donc, odeur, pas de réaction particulière, cure-dent avec du sucre, tac, vous déclenchez l'extension du proboscis, l'extension de la langue, l'animal a léché le sucre, et là, normalement, l'association a été faite, odeur veut dire sucre. La preuve, c'est que, donc, il y a cette association qui a été faite entre odeur et saccharose. La preuve, c'est que si maintenant je lui donne l'odeur toute seule, en absence de toute stimulation sucrée, regardez ce qui se passe. Il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de cure-dent, rien, il y a juste l'odeur. Tac, ok? Vous voyez, l'animal a appris que odeur veut dire sucre et il tire la langue, il insiste, il veut ça. Et ça nous montre qu'on peut étudier cet apprentissage dans ce contexte d'immobilité de façon très efficace. Ça marche incroyablement bien. Dans le film, vous avez vu une fois odeur sucre.
n'est-ce pas? Ok, là je vous montre qu'est-ce qui se passerait avec un groupe d'abeilles auquel je donne 6 fois odeur sucre. 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois odeur sucre. Ce que je vous montre ici, c'est le pourcentage d'abeilles qui va attirer la langue à l'odeur que je suis en train de donner. Et je l'ai appelé l'odeur A, j'ai mis un plus juste pour indiquer qu'il y a de la récompense. J'appelle l'odeur A comme ça. Hein. Et typiquement, les réponses que vous avez, quand vous avez, je sais pas, une cinquantaine d'abeilles, c'est ça. Donc déjà, au bout d'une seule expérience odeur-sucre, vous avez déjà presque la moitié des individus qui a appris et qui tirent la langue à l'odeur. Et au bout de 2, vous avez pratiquement tout le monde, presque 90%, qui a appris. Imaginez que ces essais sont séparés juste de 5 minutes. Vous voyez que c'est incroyablement efficace et incroyablement rapide. Non seulement ça, ce qui est encore plus spectaculaire et ce qui fait que les abeilles soient un modèle utilisé internationalement dans plein de laboratoires pour comprendre la mémoire, c'est ce que je vous montre maintenant. Si vous gardez ces abeilles dans les petits tubes, dans un incubateur au chaud, vous les nourrissez typiquement tous les soirs et en évitant toute autre odeur, ok, mais juste de l'eau sucrée sans odeur, et que vous les ramenez au dispositif 2 semaines plus tard, vous pouvez les maintenir en vie 2 semaines comme ça, et que vous les remettez là dans la machine 2 semaines plus tard, et vous leur dites, les filles, est-ce que vous vous rappelez, c'était quoi l'odeur apprise ici? C'était A, c'était B ou c'était C? Typiquement, les réponses que vous allez avoir, c'est ça. OK? Donc, c'est assez spectaculaire comme mémoire. Moi, je dis toujours à mes étudiants, vous voyez, ils sont parfois meilleurs que vous, donc à l'université. Donc, non, ils sont bons aussi, mais bon. Mais quand même, elles sont incroyablement efficaces. Et l'autre avantage, c'est que cette fois-ci, on peut accéder au cerveau. Pourquoi on peut accéder au cerveau? Parce que déjà, l'animal ne bouge pas. Deuxièmement, ce qui est très important, et c'est pour ça que je peux travailler avec ces animaux, mais non pas avec des mammifères, c'est que la surface externe du corps d'un insecte, c'est juste une armure. C'est le matériel inerte, c'est la cuticule, et c'est pas innervé. Donc il n'y a pas de terminaison de douleur, c'est juste une armure. Donc on peut découper une petite fenêtre pour regarder le fonctionnement du cerveau, fenêtre qu'on peut par la suite recouvrir et recoller, et l'animal continuera à montrer ses performances, et vous pouvez explorer le fonctionnement de ce cerveau sans aucun problème. Et l'animal pourra partir par la suite, si c'est votre objectif, avec la petite fenêtre recollée. Donc ça marche très bien. Donc, et ça donne un accès au cerveau, ce qui effectivement n'est pas possible avec des mammifères parce qu'il faut anesthésier et on perd beaucoup de capacités, en plus de les principes éthiques qu'on aurait contre ce type d'expérience. Donc, la première expérience que je vais vous montrer sur la partie olfactive essaye de répondre à la question suivante: où est la mémoire olfactive des abeilles? On a vu qu'il y a des mémoires qui se forment qu'on peut voir à long terme, voire 2 semaines plus tard. Où est cette mémoire? Et pour comprendre cette question, ce que je voudrais vous montrer, tout d'abord, parce que vous n'êtes pas forcément familier avec un cerveau d'insecte, c'est tout simplement comment il est organisé. Je vais être très simple, donc il ne faut pas avoir peur parce que ça se comprend très facilement. Donc la première chose qu'il faut savoir, c'est que le nez des insectes, donc le nez des abeilles, c'est les antennes. Ok? Les antennes sont le nez des insectes. Pourquoi? Ben parce que sur les antennes, dans des petits poils, des milliers de poils qui couvrent ces antennes, il y a les récepteurs olfactifs. Nous les avons dans notre mucose, là, à l'intérieur du nez. C'est là où sont les neurones qui captent les odeurs et qui envoient cette information au cerveau. Elles ont exactement la même chose, mais au niveau de petits poils qui recouvrent les antennes. Donc, quand ces récepteurs sont stimulés par des molécules, et il y a plein de récepteurs olfactifs, eh bien, ça va envoyer un message vers le cerveau. Ok, donc un message qui va voyager tout le long du cerveau, tout le long de l'antenne, pardon, pour aller vers le cerveau. Et là, il y aura une première structure qui traite les odeurs, qu'on appelle le lobe antennaire, peu importe le nom. Ok, et par la suite, le message passe de là à des centres supérieurs du cerveau, par exemple celui-ci, et surtout celui-là qui va m'intéresser, ce qu'on appelle les corps pédonculés, parce que c'est la fin du chemin. Ces structures, on les appelle corps en champignons, parce que avec un peu d'imagination, on dirait des champignons, vous voyez, et c'est pour ça ils ont été nommés comme ça. Et ces structures ont attiré historiquement l'attention de plein de chercheurs du monde entier, parce que c'est le bout du chemin. On démarre là, ok, au niveau des récepteurs, et ça envoie tout ça, et ça finit là. Parce que ces structures ont été associées historiquement, ou ont été supposées être associées à l'apprentissage et à la mémoire, en tant que partie finale du chemin olfactif.
Donc, et je vais vous montrer maintenant, juste pour que vous voyez, un hémisphère, juste un hémisphère. J'enlève ces deux-là parce que ça, c'est les lobes optiques. On ne s'intéresse pas à la vision. On va regarder juste ça. Et voici ce que vous allez voir. Donc, là, vous arrivez de l'antenne vers votre lobe antennaire, ici. Et de là, vous avez des neurones qui partent vers les corps pédonculés, soit par ici ou soit par là, et qui amènent l'information. Donc, l'information est premièrement traitée là, et de là, cette information est amenée par des neurones vers les corps en champignons qui prennent cette information. Est-ce que c'est clair ce que je vous raconte? Oui? Très bien. Voyez ici, voici un corps pédonculé. Je vous montre un en vue frontale. Et rappelez-vous qu'il y a un autre de l'autre côté, dans chaque hémisphère. Et ces corps pédonculés sont incroyablement intéressants parce qu'ils se ressemblent en termes de fonctionnement à des centres que nous avons, nous, dans notre cerveau. Donc, vous voyez, le cerveau de l'abeille n'a rien à voir avec le nôtre. C'est des millions et millions d'années de différences d'histoire évolutive et pourtant, certains principes sont conservés. Lesquels? Ces structures-là, sont des centres associatifs multimodaux. Que veux-je dire par là? Je veux dire tout simplement, comme je me rappelle de ma grand-mère, en tout cas moi, c'est pas juste une image. Il y a toute une série de mémoires qui sont évoquées quand je pense à ma grand-mère, qui n'est plus là. Je pense par exemple à son visage, certainement, mais je pense aussi à l'odeur typique que je sentais quand je rentrais dans sa maison. Je me rappelle aussi souvent du goût des tartes à pommes qu'elle me faisait toujours. Vous voyez, c'est multimodal. Ça veut dire que c'est sur différentes modalités. C'est visuel, c'est olfactif, c'est gustatif. On conforme des mémoires multiples. Et pourquoi on peut faire ça? Eh bien, parce qu'on a des structures cérébrales, par exemple le cortex frontal ou d'autres structures, qui sont des carrefours d'association. Certes, nous avons des centres visuels spécialisés, nous avons des centres olfactifs spécialisés, des centres gustatifs, mais nous avons aussi des centres où ces informations convergent et se combinent pour créer ce type de représentation multimodale. Suis-je clair dans ce que je vous dis? Comme ça veut dire que le souvenir, donc, il n'est pas juste visuel, il est multiple. Pourquoi il est multiple? Parce qu'on combine tout ça pour créer un souvenir multiple dans certaines régions cérébrales. Certaines régions cérébrales nous permettent de combiner ces informations. Et donc, ma grand-mère, c'est l'image, le goût, l'odeur, tout ça qui vient ensemble quand je pense à ma grand-mère. OK? Eh bien, ces fameux corps en champignons fonctionnent comme ça. Ce que vous avez ici, en cette partie jaune, c'est l'arrivée des informations olfactives. Rappelez-vous, on était en train de dire que les informations olfactives sont véhiculées d'ici vers les corps en champignons. Eh bien, là, je vous dis que, en plus, ces informations arrivent spécifiquement ici, ou là, ce qu'on appelle la lèvre, peu importe. Et là, qu'est-ce que c'est? Eh bien, là, vous allez avoir l'arrivée des informations visuelles. Et là, l'arrivée des informations gustatives, etc. Donc, ces centres-là reçoivent, c'est un carrefour de voix qui reçoivent des informations gustatives, visuelles, olfactives. Et à la sortie de la structure, parce que ça, c'est l'entrée, ça, c'est la sortie. Quand vous regardez les neurones qui sont à la sortie, ces neurones répondent à tout. Vision, olfaction, gustation, etc. Donc, on arrive avec des voix séparées et on combine là-dedans et on génère des réponses multimodales. Suis-je clair dans ce que je vous raconte? J'espère. Sinon, vous m'arrêtez, n'hésitez pas. OK, très bien. Donc, on a toujours dit, comme je vous disais, que ces structures sont le substrat de la mémoire. Et par exemple, on a fait la fameuse expérience des règles. OK? Et vous avez vu qu'elles transféraient entre couleurs et patrons achromatiques, et je vous avais dit même entre couleurs et odeurs. Où est-ce qu'elles pourraient faire cela? Eh bien, dans une structure comme celle-ci, où justement, odeurs et couleurs arrivent séparément et se combinent pour générer, par exemple, des réponses qui pourraient être combinées. Vous voyez? Donc, c'est pour ça qu'elles sont intéressantes. Oui? Oui, il y a une information, c'est quel type d'information on voit? C'est une petite tension électrique? Oui, les réponses des neurones, c'est des potentiels d'action, c'est des réponses électriques. Ça veut dire que les neurones arrivent ici et informent par le biais d'une activité électrique, je suis en train de sentir ceci ou cela. OK? Donc, maintenant, ce que je voudrais vous faire, c'est faire un petit voyage magique dans ces corps en champignons pour voir comment ils sont faits. Donc, ce que vous voyez ici, c'est les fameux corps en champignons, vous les voyez, c'est vraiment une coupe de cerveau. Donc, pour rappel, on arrive de l'antenne, des lobes antennaires, on part d'ici et on arrive dans la partie supérieure avec les informations olfactives. Jusque-là, tout le monde suit? Oui.
Très bien. Là, la coloration, c'est moi qui l'ai faite et je vais l'expliquer par la suite. Mais ce que je voudrais faire, c'est maintenant pour utiliser des outils de microscopie extrêmement élaborés pour élargir cette partie-là. Rappelez-vous, ça c'est la région d'entrée. Vous vous souvenez? Là, c'était la partie olfactive, là visuelle, là gustative, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure. Donc, je vais élargir cette partie-là, la partie d'entrée. Donc, on élargit et on va avoir ça. Ça, c'est ça, ça, c'est ça. Et c'est ce que je vous avais dit, cette partie-là, c'est là où arrivent toutes les informations olfactives, ici. Et la partie d'en bas, c'est là où arrivent toutes les informations visuelles, ici. OK? Je vous montre ces deux-là. Et si vous regardez déjà, vous voyez des petites structures là-dedans. Est-ce que vous arrivez à les voir? Des petits points là. Eh bien, on va élargir un peu plus pour que vous voyez. Je vais élargir ici cette partie-là. Et là, vous voyez plein de petites structures qui ont un point rouge au milieu et un pourtour vert. Est-ce que tout le monde voit ça? Et là, vous êtes en train de voir vraiment la connectique fine de ce petit cerveau, parce que regardez la taille. Je suis à 3 microns. Chaque petit point, c'est 3 microns. C'est infime, ok? C'est infime. Et qu'est-ce que c'est? Pourquoi il y a un centre rouge et pourquoi il y a tout autour du vert? Ça, c'est moi qui ai coloré. En fait, ce que j'ai fait, c'est j'ai coloré toutes les neurones qui arrivent et qui emmènent des informations olfactives en rouge, et toutes les neurones qui constituent les corons champignons, je les ai colorés en vert. Donc, en fait, ce que vous êtes en train de voir ici, c'est la connectique fine de ce cerveau. Chaque petit point rouge, c'est un neurone qui arrive et qui dit « je t'emmène cette information » et qui se fait entourer par des petits neurones verts qui disent « je prends ». Ce que vous voyez ici, ces petits points, c'est ce qu'on appelle des microglomérules, ok, de par leur taille. Et c'est quoi un microglomérule? Ben, c'est ce que je viens de vous expliquer. Il y a un neurone qui arrive de là en disant « je suis en train de sentir de, je sais pas, de l'hexanol ou de nonanol ou du linalol ou du parfum tel, etc. » Un neurone comme celui-ci qui est coloré en rouge, qui arrive là et qui se fait entourer par des petits neurones qui forment cette structure et qui créent ces boutons que vous voyez ici. Un microglomérule, c'est ça. Donc là, vous êtes en train de voir plein de microglomérules. Ce que vous voyez, c'est la connectique fine d'un cerveau. Vous voyez ceux qui arrivent et qui emmènent l'info, et ceux qui l'entourent et prennent et disent « allez, donne, on reçoit ». Est-ce que c'est clair ce que je vous raconte? Tout le monde comprend ce qu'on voit là? Bien. Parce que maintenant, on va comprendre l'expérience qu'on va faire. L'expérience qu'on va faire, c'est une expérience qu'avait faite un de mes étudiants qui voulait savoir si, sachant que ces animaux mémorisent, vous avez vu qu'elles peuvent garder des mémoires pendant longtemps, c'est est-ce que ce cerveau change? Est-ce que ce cerveau est plastique? Est-ce qu'il change avec l'expérience? Votre cerveau est plastique. En ce moment même, il est en train de changer. Vous n'êtes pas conscient, mais il change. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de recevoir plein de nouvelles informations et vous êtes en train de générer de nouvelles connexions pour essayer de stabiliser ces informations. Demain, peut-être qu'elles seront parties et vous vous souviendrez absolument rien de ce que j'ai raconté. D'autres peut-être auront gardé un souvenir parce qu'ils auront pu stabiliser ces connexions. Mais dans tout le cas, votre cerveau change tout le temps. Après qu'on n'arrive pas à stabiliser le souvenir, c'est une autre histoire. Mais le cerveau est plastique. Il change tout le temps. Donc la question qu'on voulait savoir, est-ce que le petit cerveau des abeilles est aussi plastique que le nôtre? Est-ce qu'il change avec l'expérience? Et donc ce qu'il a fait, donc Benoît, notre étudiant, il a dit, et on va faire l'expérience suivante. On va donner aux abeilles 5 fois odeur et sucre. Odeur, 5 fois, 1, 2, 3, 4, 5. Sucre associé à l'odeur, 5 fois, séparé de 10 minutes. Bon, on sait très bien que si on fait ça, elles vont apprendre. Vous avez vu déjà précédemment. Et il va avoir un groupe contrôle qui, au contraire, ne devrait rien apprendre, même si l'expérience sensorielle est exactement la même. Regardez, il y a 5 fois odeur, 1, 2, 3, 4, 5, et il y a 5 fois sucre, 1, 2, 3, 4, 5, mais tout simplement, odeur et sucre sont déconnectés. Ils ne sont pas appariés, alors que dans ce cas-ci, ils sont appariés. C'est pour ça qu'on appelle le groupe apparié, parce qu'odeur et sucre sont connectés, donc on peut faire l'association, alors qu'ici, il n'y a pas moyen de la faire parce que ça arrive un peu de façon aléatoire. L'expérience sensorielle est la même. Ce groupe devait apprendre et faire de la mémoire, ce groupe non. Donc pour prouver ceci, il attend 3 jours et puis il va demander aux abeilles si elles se souviennent de l'odeur. Ici, la prédiction, c'est qu'effectivement, elles devraient se souvenir. Et ici, évidemment, il n'y a pas de souvenir parce qu'il n'y a pas eu d'apprentissage. Est-ce que c'est clair? Oui, mais non seulement il va faire ça. Ensuite, ce qu'il va faire, une fois ayant fait ceci,
il va prendre ces abeilles, il va les emmener au microscope et il va regarder les microglomérules. Et la question qu'il pose, c'est est-ce que celles-ci, qui normalement ont formé de la mémoire, ont changé, ont augmenté les microglomérules, ce qui voudrait dire que ce cerveau a changé avec la formation de la mémoire. Suis-je clair dans ce que je vous raconte? En fait, il veut savoir si ces abeilles qui devraient mémoriser, bon, eh bien, il y aurait génération de nouveaux microglomérules, ce qui prouverait que ce cerveau change avec l'expérience. OK? Alors qu'ici, on ne devrait rien voir. Donc, voici le comportement des abeilles. Ce que vous voyez ici, c'est juste de l'apprentissage. Rappelez-vous, il y a 5 fois odeur associée au sucre pour le groupe apparié. Et ce groupe apprend, c'est-à-dire ils apprennent à répondre, à tirer la langue à l'odeur, comme vous avez vu dans le film. Ils apprennent, c'est normal, c'est ce qu'on attendait. Le groupe non apparié, vous le voyez ici, eh bien, il n'apprend pas. C'est aussi normal, c'est ce qu'on attendait. Il n'y a pas moyen d'apprendre quand les choses sont déconnectées. Très bien. Il attend 3 jours, il va faire son test de mémoire. Et logiquement, ce qu'il voit, comme on pouvait s'attendre aussi, c'est que le groupe apparié a une mémoire, ok, qu'on voit 3 jours après, et le groupe qui n'a pas appris, logiquement, ne peut pas avoir de mémoire. Très bien. Mais qu'est-ce qui s'est passé au niveau des microglomérules? Regardez. Donc, il va regarder les microglomérules et il va les regarder dans 2 endroits. Il va les regarder dans cette région-là, que je vous rappelle, c'était la région olfactive. Rappelez-vous, c'est ici qu'arrivent les informations d'odeur. Ici, c'est les informations visuelles. Et il va regarder ici en s'attendant que s'il y a changement, ça devrait être là parce que la mémoire est olfactive. Et que, au contraire, dans la région visuelle, on ne devrait rien voir parce que c'est pas un apprentissage visuel. Ce qu'on a fait, c'est un apprentissage d'odeur, une mémoire d'odeur. Donc, si changement il y a, il devrait être là, pas là. Il utilise cette région comme contrôle. Voici ce qu'il a obtenu. Donc, regardez bien, il va comptabiliser la densité de microglomérules. Comment on fait ça? Ben, on a des outils de microscopie qui permettent de rentrer en 3D là-dedans, en profondeur, et comptabiliser dans des aires la densité de microglomérules qu'on a. C'est une façon très fine de compter les microglomérules en profondeur. Et regardez ce qui s'est passé. Ça, c'est le groupe non apparié. Celui qui n'a pas formé de mémoire, n'a rien appris. Et bon, ils ont un niveau basal de microglomérules. Et regardez ce qui s'est passé avec le groupe qui a formé une mémoire. Boum. Une augmentation significative de microglomérules avec la formation de la mémoire. Ce cerveau est plastique, ce cerveau a changé. Est-ce que c'est un changement généralisé ou est-ce que c'est un changement juste pour la partie olfactive? Eh bien, on va regarder la partie visuelle, qui est celle-là, et vous regardez, pour le groupe non apparié, c'est le même niveau basal, et ben, pour le groupe apparié, là, il n'y a pas de changement. Le changement est cantonné ou est spécifique de la région olfactive, puisque la mémoire qu'on a formée est olfactive. Donc, cette expérience est intéressante parce que elle nous montre que ce cerveau est plastique. Ce cerveau change avec l'expérience, comme le nôtre, ok? Comme le nôtre. Et que, d'ailleurs, on voit que cette région olfactive des corps pédonculés est modifiée. Quand il y a des mémoires à long terme, on les évoque 3 jours après. On a vu des nouveaux microglomérules qui sont apparus avec la formation de cette mémoire. Et donc, si vous me demandez où est la mémoire olfactive des abeilles, moi je vous dirais, eh bien, dans les nouveaux microglomérules qui sont apparus, c'est là où cette mémoire est stockée. Donc, on peut arriver à répondre à cette question-là dans ce petit modèle. Donc, vous voyez, c'est fabuleux parce que non seulement elles comptent, non seulement elles permettent ou elles apprennent des concepts, etc., mais elles peuvent aider le neurobiologiste à répondre à des questions très fines sur la formation de la mémoire. OK, très bien. Et je vais finir maintenant avec ce point-là. Ce point-là est important parce que là, vous êtes devenus des spécialistes en microglomérules. Vous savez très bien ce que c'est les microglomérules, vous savez leur importance pour la mémoire. Et justement, on va parler de ces microglomérules pour répondre à cette question, l'impact des traitements en pesticides. Parce qu'effectivement, quand on étudie les pesticides, il y a plein d'approches. Il y a des gens qui font des expériences de terrain sur multiples ruches, etc. Ça, vous le comprendrez, c'est pas notre métier. On ne sait pas faire ça. Nous, on est des neurobiologistes de laboratoire. Donc, on essaye d'apporter à ce débat à partir des choses qu'on sait faire. Et vous avez vu les choses qu'on sait faire. Donc, pour étudier ce type de travail, c'est une expérience que j'avais faite qu'on avait faite avec des collègues chinois, parce que juste avant le Covid, j'avais aussi un poste de professeur en Chine. J'allais régulièrement là-bas.
Maintenant, ça s'est arrêté, mais pour la première fois, après 4 ans, je vais revenir là au mois d'octobre, on verra ce que ça donne. Et on travaillait avec des outils fabuleux. Donc en fait, c'était l'intérêt de travailler en Chine était justement celui-ci, c'est que le financement de la recherche est incroyable par rapport à ce que nous avons. Tout simplement, bon, il y a pas de secret, c'est que ils veulent être les premiers partout. Et donc à ce moment-là, ils investissent, mais sans arrêt. Alors que malheureusement, nous sommes en train toujours de faire des réductions budgétaires sur tout ce qui soit éducation et recherche. Donc, par exemple, pour aller vers certains appareillages ou dispositifs, je me souviens que il fallait s'inscrire. Je suis venu à Paris récemment, entre-temps, mais j'étais à Toulouse avant. Donc, il y avait des machines pour la région toulousaine, il fallait attendre 6 mois. Alors qu'en Chine, on vous disait, ben, tu veux la même machine, on te l'achète pour toi. Donc, tu peux venir travailler ici sans problème. Bon, bref. Donc, et la question qui avait été posée avec ses collègues était la suivante. On sait que les corps pédonculés, les corps en champignons, sont une structure clé pour la mémoire. On l'a vu. On sait que ces microglomérules sont importants pour le stockage de la mémoire. Donc, la question est, qu'arrive-t-il à ces structures? Qu'arrive-t-il à ces corps pédonculés? Qu'arrive-t-il à ces microglomérules quand les abeilles sont traitées à l'état larvaire, quand c'est des petites larves, avec des doses sublétales de pesticides. Le mot-clé ici, c'est sublétal. Ça veut dire quoi sublétal? Ben, ça veut dire tout simplement que ça ne tue pas. Ok, c'est ça sublétal. Et logiquement, c'est ce que disent les compagnies qui préconisent l'utilisation ou qui fabriquent des pesticides. Et évidemment, ça a un sens et ça a toute une base scientifique. Les compagnies, ces compagnies-là ont des armées et des armées de scientifiques qui travaillent pour eux. C'est pas des idiots. Et donc, quand ils vous disent, on a testé plein de doses et si vous utilisez votre pesticide à cette dose-là, sachez que c'est une dose sublétale parce que personne va mourir. Ils ne mentent pas. Soyons clairs, ok? Donc, c'est vrai que les tests montrent que l'application de pesticides à des doses sublétales va quelque part épargner plusieurs espèces d'insectes dans la nature. Mais en fait, comme je dis toujours, à la base de cette étude, l'idée c'est oui, on ne meurt pas, mais personne nous a dit ce qui se passe dedans, ok? Donc, on sait que la mortalité de la colonie comme un tout reste plus ou moins la même, mais comment peut-on savoir ce que les pesticides font à l'intérieur, dans le cerveau? Ça, personne ne l'a vu. Donc, est-ce qu'on pourrait regarder ceci? Oui. Très bien. Donc, la question, pourquoi se focaliser sur les corps pédonculés? Parce que, comme vous l'avez vu, les corps pédonculés sont le site des stockages de la mémoire. Donc, vous avez vu que les microglomérules ont augmenté quand elles ont formé de nouvelles mémoires et que, logiquement, c'est dans ces microglomérules nouveaux que sont stockées les mémoires. Donc, la question qu'on est en train de poser ici, c'est si les pesticides vont affecter ces structures de sorte à laisser les abeilles vivantes, mais quelque part en train de produire des lésés cérébraux. C'est ça la question. En fait, est-ce que les pesticides épargnent la vie, mais induisent des lésions cérébrales, et en particulier dans des régions clés pour la mémoire? Et rappelons ce qu'on avait dit tout au début, que ces petites butineuses, donc toute l'activité qu'elles déploient au long de leur vie utile en tant que butineuse dépend de l'apprentissage de la mémoire, la fameuse constance florale. Donc on veut aller regarder là, justement, pour voir si peut-être que la vie est épargnée, qu'il n'y a pas de mort, mais peut-être qu'il y a des lésions cérébrales dans des régions clés du cerveau. C'est ça l'idée. Est-ce que je réponds à votre question? Parfait. Donc, très bien. Donc, est-ce que la question est là? Les doses sublétales, ok, elles ne tuent pas, mais est-ce qu'elles affectent la connectique cérébrale telle qu'on l'a comprise? Oui. Pourquoi on les traite à l'état larvaire? Ah, vous allez voir, justement. Donc, l'expérience qui a été faite donc par les collègues en Chine est la suivante. On va les traiter à l'état larvaire, tout simplement pour montrer que c'est quelque chose d'absolument infime qui peut avoir un impact radical. C'est-à-dire que ce qu'on va faire, c'est on va prendre des petites larves, ok, comme celle-ci, et on va leur donner une fois, un seul jour, pas tout au long du développement, mais une seule fois, tout au début du développement, une petite dose de nourriture avec des différentes doses sublétales de pesticides. Donc, justement, on va attendre qu'elles atteignent l'âge adulte, avec l'idée, bon, normalement, elles ne devraient pas mourir, parce qu'elles devraient atteindre l'âge adulte, mais, et là, l'impact qu'on va étudier, c'est d'avoir eu une seule fois, un seul jour, tout au long de ce développement, cette nourriture avec
les doses sublétales de pesticides. C'est pour ça qu'on le fait, pour voir l'impact à long terme et un impact, on va dire, infime. Parce que non seulement la dose est sublétale, mais aussi on l'a fait une fois seulement, un jour. Très bien. Et les autres jours, elles ont reçu de la nourriture normale. Donc, on va donner ces différentes résultats. On aura des abeilles contrôle qui auront eu de la nourriture sans pesticides. Et on va attendre, on va maintenir ces abeilles en incubateur jusqu'à l'âge adulte, jusqu'à l'âge de 20 jours. Et puis, par la suite, ce qu'on va faire, on va analyser les corps pédonculaires. Vous êtes déjà des spécialistes, vous savez très bien qu'on peut compter la densité de microglomérules, mais c'est ce qu'on va faire. On va regarder si le fait d'avoir reçu un jour à l'état larvaire des doses sublétales de pesticides change la connectique cérébrale de cette région clé. Suis-je clair dans ce que je vous raconte? Ok. Donc, voici ce que ça a donné. Ça, c'est des images obtenues dans cette expérience. Donc, ce que les collègues chinois ont fait, ils ont colorié avec une seule couleur. Ils se sont dit, c'est pas la peine de faire du rouge pour le neurone qui arrive et du vert pour les autres, puisque déjà, si on fait que du vert, on voit les microglomérules. Et c'est vrai, vous les voyez. Ok. Donc là, il y a juste une couleur, mais c'est le même principe. Ok. Donc, vous voyez les microglomérules. Ça, c'est les abeilles contrôle. Ça, c'est les abeilles qui ont reçu un ppb de pesticides. C'est quoi ppb? Ppb, vous le voyez là, c'est une abréviation anglaise, part per billion. Ça veut dire une partie par milliard. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 10 à la moins 9 de pesticides. C'est rien. 0 et puis 8 zéros d'après et 1. Donc 0, 0, 0, 0, 0, ainsi de suite. Et 1, c'est absolument rien. Donc ces abeilles ont reçu un ppb de pesticides et juste au début du développement. Très bien. Deuxième groupe a reçu 100 ppb. Ça reste infime, c'est 10 à la moins 7. Ok? C'est pratiquement rien. Ok? Et là, vous voyez qu'il y a des taches noires qui apparaissent. On les voit peut-être pas très bien à cause de la lumière, mais il y a des taches noires un peu partout. Et ces abeilles, là, elles ont reçu 5 fois 10 à la moins 7. Donc, c'est encore pratiquement inexistant. Et là, vous voyez plein de taches noires. Néanmoins, on ne peut pas rester sur des impressions de taches ou pas taches, donc il faut comptabiliser les microglomérules. Quand on les comptabilise, voici ce que ça a donné. Premièrement, ce que je dirais, c'est que les abeilles ont atteint l'âge adulte. On les voit comme ça. Donc, n'importe qui pourrait vous dire, vous voyez, j'avais raison, les doses sublétales ne tuent pas, tu as ton abeille, tes abeilles adultes qui ont atteint l'âge adulte. Oui, d'accord, mais comment, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Ok, oui. Ah non, il faut être bien au-dessus de ça. Bien au-dessus. Ça dépend du pesticide. Ici, celui qui a été utilisé, c'est l'imidaclopride, donc qui a été banni. Mais vous savez qu'ils viennent de réintroduire d'autres néonicotinoïdes, donc c'est une guerre sans fin cette histoire-là. Mais bon, mais pour rester, la dose létale change selon le pesticide, etc. Mais là, c'est juste pour vous dire qu'on est très très loin de la dose létale, très 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 loin. Ok, voici ce que ça a donné. Juste pour vous dire qu'elles se voient comme ça, ces abeilles. Donc, on dirait qu'elles sont normales, mais voici en fait ce qui s'est passé dans leur cerveau. Les abeilles contrôle, on les a normalisées, on a dit ça c'est notre 100% de microglomérules. Donc, ok, elles ont leurs microglomérules intacts. Les abeilles qui ont reçu 10 à la moins 9 de pesticides, vous voyez une petite chute, mais c'est pas statistiquement significatif, donc on peut pas dire que ceci soit une véritable chute. Néanmoins, celles qui ont reçu 10 à la moins 7 de pesticides, crac, regardez, elles ont perdu 40% de glomérules. 40%. Et si vous avez fait 5 fois 10 à la moins 7, elles ont perdu 60% des microglomérules. Donc, ok, elles se voient normales de l'extérieur. Mais en fait, ce que vous avez généré par là, c'est des individus cérébro-lésés. C'est comme si on a des patients qui ont des lésions cérébrales et qui sont donc logiquement handicapés. Et comme vous savez en plus que ces microglomérules sont les sites de stockage de la mémoire. C'est pour ça que je vous ai raconté ça. L'idée n'était pas de vous ennuyer avec des trucs un peu abstraits de microglomérules et des trucs un peu bizarres. Mais là, vous avez compris que les microglomérules sont importants pour la mémoire, vous avez vu, et maintenant vous comprenez ce que ces pesticides sont en train de faire. Ils sont en train de tuer, quelque part, ces microglomérules, juste je finis l'idée, et vous le voyez jusqu'à quel point l'impact est radical. Donc,
ceci va avoir des conséquences dramatiques pour l'apprentissage et la mémoire, et vous savez en plus que l'activité qu'elle déploie dépend de ses capacités. Donc, vous allez avoir des individus qui vont être handicapés, et c'est pour ça aussi qu'on dit, je ne sais pas s'il y a des apiculteurs dans la salle, que les abeilles se perdent, qu'elles ne sont plus capables de revenir dans les colonies, etc., et que ça, c'est une grande source de mortalité. Eh bien, voici une explication possible. Je vous explique pourquoi c'est pas possible pour une partie des choses. Les premières expériences sur les abeilles dans les labyrinthes, etc., c'est pas possible parce que si vous traitez les abeilles avec des pesticides et qu'elles reviennent dans la ruche, donc vous allez diffuser le pesticide à l'intérieur et c'est vous le tueur et donc c'est pas bon. Vous pourriez faire des expériences évidemment sur la partie olfactive. Oui, ça a été fait puisque dans la mesure où elle ne bouge pas, vous pouvez ajouter des pesticides et voir l'impact sur ça a été fait. Et là, nous avons un projet à l'heure actuelle, un projet européen qui cherche à étudier des apprentissages olfactifs compliqués de haut niveau, bien plus simple qu'apprendre odeur-sucre, bien plus compliqué, je veux dire, qu'apprendre odeur-sucre, et voir si effectivement ces apprentissages qui sont particulièrement compliqués sont aussi particulièrement impactés par les pesticides. On a à l'heure actuelle un projet en cours, mais pour l'instant, on ne sait pas trop. Mais bon, j'espère avoir répondu à la question. Ok, donc c'est la conséquence. Donc, ce que je voudrais raconter pour finir, c'est que ce qu'on vient de voir, c'est que les doses sublétales induisent des atrophies au niveau des corps pédonculés. On observe cette diminution importante des microglomérules qui sont liés au stockage de la mémoire et que ceci aura logiquement des conséquences dramatiques pour l'apprentissage, la mémoire et pour la survie. Donc, pour conclure, les doses sublétales, certes, ne tuent pas dans l'immédiat, mais elles créent des individus lésés cérébraux, ce qui pour moi revient au même, quelque part. Okay ? Donc je finis ici. Ce que j'ai voulu faire aujourd'hui, c'est de vous raconter un peu les travaux qu'on fait. C'est un choix un peu arbitraire de différentes expériences. Il y a plein d'autres qui se font dans l'équipe. Et ce que je vous ai montré, c'est que premièrement, ces abeilles vont au-delà des apprentissages simples. On a vu qu'elles sont capables d'apprendre des concepts au-delà d'associations simples. Concept de choisir la même chose ou choisir le contraire ou etc. Ce qui interroge quelque part parce que jusqu'à quel point suis-je si exceptionnel finalement si je peux trouver ces capacités aussi dans ce petit cerveau. Ça interroge aussi d'un autre point de vue. Si en plus je commence à regarder le vivant autour de moi et repérer toutes ces formes d'intelligence que je ne pensais pas étaient là. Donc, l'autre question qui arrive non seulement est celle de la soi-disant supériorité, mais aussi celle de la responsabilité. De quel droit fais-je à la nature tout ce que je suis en train de faire? Ok? C'est des questions qui restent pour chacun. Et bon, j'espère que vous peut-être réfléchirez là-dessus. Donc, je vous ai montré aussi qu'elles sont capables de compter et qu'elles ont aussi une représentation des nombres dans l'espace, comme nous, de gauche à droite, cette fameuse ligne mentale numérique qu'on a vue aussi. Et que ceci est la conséquence fort probablement de la latéralisation du cerveau qui existe aussi chez elles, comme dans notre cerveau aussi. Je vous ai montré aussi qu'elles ont un mécanisme super rapide pour établir des mémoires à long terme. Vous avez vu que très rapidement, elles mémorisent et que ces mémoires peuvent durer 2, 3 semaines, plusieurs jours, elles se maintiennent là de façon très, très efficace. Je vous ai montré aussi que ces mémoires sont stockées dans cette connectique fine d'une région cérébrale des corps pédonculés, dans ces fameux microglomérules. Et je vous ai montré que cette connectique peut être sévèrement dégradée par des doses sublétales de pesticides. Ça tue pas, mais ça induit des lésions cérébrales. Donc, je voudrais juste finir en disant que j'espère que vous partagez avec moi, en tout cas c'est ce qui m'anime, c'est l'idée que ce petit cerveau nous apprend beaucoup sur nous-mêmes, finalement. Il nous apprend du point de vue de sciences fondamentales pour comprendre des circuits, des mécanismes de la mémoire, de connectique, de stockage, etc. Mais il nous apprend aussi peut-être du point de vue plus philosophique par rapport à ce que nous sommes, par rapport à notre responsabilité envers la nature, etc., etc. Donc, pour moi, c'est des petits cerveaux. J'avais dit simple, entre guillemets, tout au début de la conférence, mais finalement pas si simple que ça. Simple en termes de quantité de neurones, mais pas en termes de sophistication, finalement. Il y a peu de neurones, mais on peut faire de la sophistication très élaborée avec peu de neurones. Et donc, c'est un petit cerveau qui mérite respect et protection. Donc, voici les gens qui sont, c'est le fonds de Sorbonne à Jussieu.
Et c'est tous ces gens-là qui travaillent avec moi qui méritent, qui viennent de différents pays du monde, qui méritent la reconnaissance pour les travaux qu'on a faits. Eh bien, merci beaucoup pour votre attention. Dois-je être sincère? La réponse est non. Non, parce que on a, bon, je pense que on avait fait des tentatives, on avait fait, par exemple, je me souviens, il y a quelques années, une conférence au Sénat, etc., mais il n'y avait pas eu vraiment de répercussions. Bon, donc je crois pas. Je crois au contraire, si vous voulez, moi, à ce stade de la chose, je ne sais pas si c'est ce public-là que je veux forcément atteindre parce qu'il s'est avéré assez sourd, mais ce que je veux atteindre comme public, c'est des gens comme vous. Parce que c'est vous qui, si vous gardez ces informations en tête, vous êtes des citoyens informés. Et à partir de là, vous pouvez faire des choix ou vous pouvez agir de façon informée par rapport à tous ces enjeux-là. Ça, c'est pour moi super important, plutôt que convaincre un politique parce que j'ai l'impression qu'il ne se laisse pas trop convaincre. Donc voilà, je répondrai simplement comme ça à cette question. Donc pour moi, c'est important de venir ici pour vous raconter ça, c'est ce que je dirais. Très bien. Donc, les abeilles ont une mémoire spatiale absolument fabuleuse. On n'a pas parlé, parce qu'on n'a pas parlé de la navigation dans l'espace des abeilles, ce qui demanderait toute une conférence à part. Mais logiquement, cette mémoire spatiale existe parce que je vous disais qu'elles sont capables de revenir tout le temps au même endroit, au même groupe de fleurs exploitées tant que celle-ci reste récompensée. Et ce qui a été montré, c'est que c'est quelque chose aussi absolument fabuleux, c'est qu'elle représente l'espace dans cette mémoire comme nous, c'est-à-dire sur la forme d'une carte spatiale. Donc nous avons une cartographie, de sorte que je sais que si la Seine est là et la Tour Eiffel est là, eh bien Jussieu est là. Je peux imaginer l'espace sous forme d'une carte et choisir des chemins entre endroits même que je ne connais pas, ben, tout simplement en ayant cette carte mentale quelque part chez moi. Elles ont exactement la même chose. On a montré l'existence de ces cartes cognitives. Comme on a montré ça, en les déplaçant vers des nouveaux endroits et voir que les animaux ne sont pas perdus, mais font des raccourcis en suivant de nouvelles routes qui les emmènent de cet endroit inconnu à l'endroit cible, par exemple. Bon, il y a plein d'expériences, mais ces mémoires spatiales sont très développées et aussi cognitivement très sophistiquées. Donc là, la question est plus compliquée. Donc, est-ce qu'il y a une transmission? Donc, bon, déjà, au niveau d'une génération, la transmission est dans le poster, c'est-à-dire les abeilles dansent et informent d'autres abeilles sur la distance et direction de la source alimentaire exploitée. Ça a été découvert par Carl von Frisch et le poster le montre très bien là. Il a décodé la danse des abeilles et il a eu le prix Nobel pour ça. Et cette danse est capable de dire à d'autres abeilles qui ne connaissent pas l'endroit, il faut aller, je sais pas, à 350 mètres vers le nord-ouest et tu vas trouver. Donc ça, c'est une façon de transmettre. Après, il faut aussi savoir que cette transmission peut aller d'une génération à l'autre pour une raison qui a été peu étudiée et donc il faudrait encore faire des preuves. Mais à la fin de l'automne ou en début de l'automne, quand il y a encore quelques ressources, les abeilles dansent. Et il y a des larves qui sont en train de se développer. Et ce qui a été dit, et il y a des expériences de disciples de von Frisch qui ont montré ceci, c'est que ces abeilles qui sont en train de se développer, quelque part sont capables de percevoir ces danses à partir des vibrations de la cire. Ok ? Et donc, après, elles émergent, elles ne font rien parce que l'hiver est arrivé, donc elles ne peuvent pas sortir. Mais dès qu'elles sortent 3 mois plus tard, génération suivante d'abeilles, ben, elles auraient gardé en tête ce qu'elles auraient perçu par ces vibrations et vont alors à cet endroit-là. Ça, c'est quelque chose d'assez incroyable qui mériterait, à mon avis, de reprendre et voir si c'est vraiment comme ça, parce que c'était juste une étude, mais qui était assez claire, néanmoins. Mais il faudrait la reprendre. Moi, je suis toujours de l'avis qu'il faut reprendre pour voir si c'est comme ça. Mais bon, c'est des possibilités. Mais vous avez vu très bien ce qui s'est passé. Donc, ces informations sont véhiculées. Et d'ailleurs, on a la chance de travailler avec un énorme soutien, au contraire, des syndicats d'apiculteurs. Il y a 2 grands syndicats nationaux d'apiculture, l'UNAF, Union nationale des apiculteurs français, et le syndicat national d'apiculture, le SNA. Et les 2 nous soutiennent très clairement.
Moi, je vais parler régulièrement vers eux. Je leur ai préparé des résumés de ceci, etc. Ils ont transmis ces informations. Et vous voyez qu'il y a très peu de temps, on a eu encore ce débat de la réintroduction de l'acétamipride. Donc, vous voyez que ça revient parce que les lobbies sont bien plus puissants que la raison parfois. Donc, et donc on revient constamment. C'est pas l'imidaclopride, mais c'est aussi un néonicotinoïde. Et donc on réussira à bannir celui-ci, et les lobbies vont revenir avec une autre nouvelle formulation. Donc c'est une guerre sans fin, mais il faut pas baisser les bras. Très bonne question. Donc la question est sur le cerveau des humains. Donc là, on le sait pas parce qu'effectivement, on peut pas ouvrir le cerveau des agriculteurs pour compter ou regarder la connectique. Mais néanmoins, ce que je dirais, tout en étant très précautionneux, parce que en science, les corrélations, c'est juste des corrélations. Corrélation, ça veut dire des choses qui coïncident. Mais comme vous le savez peut-être, des populations qui sont les plus affectées par des maladies neurodégénératives, que ce soit Parkinson, Alzheimer et cancer, sont des populations d'agriculteurs. Ok, donc je pense que aussi il conviendrait quelque part de prendre conscience de ceci pour mettre un frein à certaines pratiques. Non, c'est-à-dire la question est si elles peuvent percevoir le pesticide comme un danger dans la nature. Je pense pas parce que elles ne sont pas biologiquement équipées pour savoir qu'est-ce qu'un pesticide. Donc c'est une molécule qui se trouve là. Et évolutivement, dans l'évolution d'elle, il n'y a pas eu d'expérience avec pesticides. Elles rencontrent ça pour la première fois et elles subissent les conséquences. Donc, on pourrait poser la question d'une autre façon, est-ce qu'on peut les entraîner à éviter des cultures qui ont été traitées avec pesticides? On avait fait quelques expériences pour essayer de développer des apprentissages sur l'aversion. Elles peuvent effectivement apprendre à éviter certaines choses, mais de là à transformer ceci à une grande échelle de culture, ça on l'a pas fait parce que bon, encore une fois, ce n'est pas notre métier, mais on a montré au moins la capacité à apprendre par aversion, donc ce qui pourrait laisser imaginer qu'à un moment donné, ceci serait applicable. Mais bon, c'est des années de travail, il faut des financements, etc. Donc c'est pas évident. Ben, le principe, c'est qu'on dit abeilles sentinelles de la nature parce qu'effectivement, on va voir rapidement si ces abeilles ou si ces colonies dépérissent, si elles ont été impactées par certains traitements. Mais ce qui est quand même dommage, parce qu'on est en train de dire, tu nous informes sur la nature par ton sacrifice, quelque part. Donc, mais oui, mais on a toujours dit abeilles sentinelles de la nature, parce qu'effectivement, elles sont sensibles, elles subissent les conséquences, et les colonies se cassent les figures. Oui, en fait, c'est encore une question, parce que soit il y a des traitements antivarrois, c'est-à-dire c'est un acarien, etc., et qui est très nuisible pour la survie des abeilles. Mais là encore, ce qui manque, pour moi en tout cas, hein, c'est d'étudier l'impact de l'acaricide sur l'abeille elle-même. On sait qu'elle ne meurt pas, ok, très bien, et que l'acaricide va attaquer l'acarien, très bien. Mais qu'est-ce qui s'est passé dedans? Encore ça, on l'a pas fait, on le sait pas. Donc on applique des choses et en voulant parfois bien faire parce qu'on veut éliminer ce parasite, etc. Mais encore une fois, je pense que ce qu'il faut, c'est appliquer des choses en pleine connaissance, avec plein d'études qui viennent derrière. Mais ces études, encore une fois, ça demande des années de travail, ça demande beaucoup d'investissement. Il faut avoir de l'argent pour payer des salaires, des thésards, etc. Donc ça se fait pas comme ça. Mais bon, donc c'est pour ça qu'on prend du retard, mais quand même on essaye. Pas forcément. Donc ça, c'est des gens qui travaillaient avec nous. Donc on les a quelque part briefés par rapport à ce genre de choses. Oui, mais si la question est comment se fait la recherche en Chine, elle se fait de façon extrêmement compétitive et avec des moyens, je dis, dont on ne peut pas imaginer nous ici, mais avec des standards de qualité qui ne sont pas forcément toujours très bons. Et justement, ce qu'ils veulent, c'est pour ça qu'ils invitent plein de gens de l'étranger pour travailler, c'est pour les former à des standards qu'ils n'ont pas encore. Dès qu'ils les auront, ils vont nous écraser très facilement. Mais bon. Non, il n'y a pas de limite. Ce que je vous ai présenté, comme je dis à la fin, c'est un choix arbitraire d'expérience. Mais on fait aussi des modélisations, des réseaux de neurones, on fait plein de choses de ce type-là parce que c'est informatif. Donc, mais je pense que je voulais pas présenter ces histoires de réseaux de neurones parce que ça devient un peu
un peu en dehors de tout dialogue facile, alors qu'ici le but c'était de présenter des choses dans un langage accessible et compréhensible pour tout le monde. Mais on fait ça aussi, c'est-à-dire qu'on se cantonne pas simplement à faire ça. Là où, par contre, je pourrais vous rejoindre, c'est ce que j'ai essayé de dire tout au long de la présentation. Ces expériences montrent juste une facette du problème. Par exemple, nous on fait pas, parce qu'on sait pas faire et c'est pas notre métier, des expériences sur des colonies entières, où nous allons pas dans les champs pour tester l'impact sur un rucher entier. C'est pas notre métier. On pèse pas les colonies, etc. Donc ça, c'est une autre façon de travailler et qui va être aussi éventuellement informative. Donc, nous, on a choisi de faire ce qu'on sait faire. Et donc, c'est cette partie-là. Mais on a d'autres approches, évidemment, que j'ai pas montrées ici, qui vont dans le sens de ce que vous dites. Effectivement, les frelons asiatiques, vous savez peut-être, sont un fléau et un problème fondamental pour les abeilles à l'heure actuelle, non seulement en France, mais dans la plupart de l'Europe, puisque ces frelons sont arrivés dans le sud de l'Europe et se sont donc distribués sans arrêt, comme toute peste invasive. Hein. Et là, maintenant, ils sont au sud de l'Angleterre, etc. Donc, bon, ils sont partout. Donc, effectivement, pour combattre l'ennemi, il faut le connaître. Donc, on peut mal combattre l'ennemi si on le connaît pas, si on n'a pas étudié ses capacités cognitives, son comportement, tout ce qu'il fait, etc. Et on est loin de ça. Donc, ce que je racontais toujours, c'est qu'il y avait eu une initiative il y a quelques années de créer un consortium européen avec plein de laboratoires dans tous les pays d'Europe pour proposer à l'Europe un gros projet sur les frelons asiatiques avec des laboratoires qui savaient faire, je sais pas, de la partie de biologie moléculaire, d'autres qui faisaient la partie neuro, d'autres qui faisaient la partie, je sais pas, écologie, d'autres qui faisaient justement des simulations mathématiques pour essayer d'imaginer comment seraient les migrations et bon, plein de groupes. Et l'Europe n'a pas considéré que ceci était important. Donc, et finalement, l'initiative est tombée à l'eau. Et donc, et ça n'a pas été refait. Donc, pour l'instant, on n'a pas trop de, parce que c'est ce que je dis toujours. Donc, là, ce que vous voyez quelque part, c'est important parce que vous voyez l'argent de vos impôts, il va là. Ok, ça c'est de la recherche fondamentale qui est soutenue par l'État et donc et qui nous permet donc de faire des projets, d'avoir des financements, de payer des thésards qui font les expériences, de payer des postdoctorants, etc. Pour tout ça, chaque fois qu'on fait une expérience, ça prend des années. Et donc, on peut pas claquer les doigts et dire ah ben voilà, on a la solution. Donc, malheureusement, pour se lancer dans une initiative frelon, il faudrait avoir des financements conséquents. Malheureusement, on les a pas. Donc, et par contre, je trouverais ça fascinant dans ce projet européen. Nous, on était censé d'étudier les capacités cognitives des frelons, et c'est vrai qu'à l'observation, c'est des bêtes qui sont absolument fascinantes, parce que contrairement à une abeille, je sais pas s'il y a des apiculteurs qui ont des expériences avec des frelons, mais quand vous allez vers les ruches et il y a des frelons qui sont en train de voler en vol suspendu juste en face de la ruche pour capturer des abeilles et les manger, ben, ces bestioles-là, elles tournent et commencent à vous regarder, ce qu'une abeille jamais ferait. Et vous faites comme ça, et la bestiole vient comme ça, vous faites comme ça, et la bestiole... Donc, vous avez vraiment l'impression d'être observé et étudié par ces frelons. Donc, moi, je me dis qu'au niveau cognitif, c'est vraiment un animal qui doit être absolument fascinant, ce qui explique aussi la raison de son succès. Mais il faut l'étudier. Encore une fois. Non, pas vraiment. C'est l'espèce qu'on a ici, c'est une espèce Vespa velutina qui était importée de l'Asie. Donc, et pour l'instant, elle n'est pas allée ailleurs. Heureusement qu'on n'a pas eu pour l'instant l'espèce japonaise, qui est une autre espèce qui s'appelle Vespa mandarina, parce que celle-là, Vespa velutina, c'est à peu près comme ça. Vespa mandarina, c'est des monstres de cette taille-là. Ok, et en plus responsable de la mort de plusieurs dizaines d'individus chaque année au Japon, parce que c'est vraiment féroce. Donc heureusement que ceux-là ne sont pas arrivés. Il faut croiser les doigts pour que ça arrive pas ici. Si, ils ont des abeilles, mais voilà justement toute la question est là, c'est que les abeilles asiatiques, qu'elles soient en Chine ou que ce soit en Japon, ont développé au cours de l'évolution des mécanismes de défense contre ces frelons que nos abeilles, qui les découvrent à peine il y a 10 ans, n'ont pas développé. En fait, ce qu'elles font, ces abeilles, c'est quelque chose d'absolument hallucinant. C'est-à-dire, dès qu'un frelon se rapproche du nid
et que, donc c'est généralement celui qui va informer les autres frelons, j'ai trouvé un nid, etc. Eh bien, il y a un groupe d'une vingtaine d'abeilles qui se lance sur lui, qui fait une boule d'abeilles autour de lui, et ces abeilles asiatiques ont acquis au cours de l'évolution une capacité qui est de, par contraction musculaire, faire monter la température de leur corps, mais jusqu'à des températures de 40 degrés, par exemple, qu'une abeille européenne donc, ne survit pas, parce qu'à 40 degrés, une abeille européenne, elle meurt, mais elle génère ces températures, elle survit, et donc ce qu'elles font, c'est des boules chauffantes, et elles grillent le frelon au milieu de la boule d'abeille. Donc ça, c'est leur façon d'avoir acquis un mécanisme de défense qui n'existe pas chez les abeilles européennes. Mais va savoir dans combien de générations. L'évolution n'est pas comme ça, hein. Mais bon, donc, mais ce qui fait qu'elles ont des mécanismes de défense parce que l'explorateur a été grillé, donc les autres n'arrivent pas. Aussi parce que oui, mais parce que là, ils ont aussi pourri les champs de façon assez sauvage. Pour certaines régions, je crois que oui. Pour d'autres, non. Parce qu'il y a des régions tropicales en Chine qui sont fabuleuses avec une grande biodiversité encore, mais d'autres qui sont vraiment pourries du point de vue industriel. Ça, je sais pas, parce que je suis pas apiculteur, mais peut-être que oui, mais il faudrait éviter de jouer parfois à l'apprenti sorcier parce que ça peut déterminer des choses inattendues par un autre côté. On génère quelque chose et après on perd autre chose, donc il faudrait le faire avec beaucoup d'attention. En tout cas, je vous remercie pour votre attention.